Bonjour. L'actualité exige une clarté, une précision et une objectivité sans faille. Ce bulletin d'information matinale couvre les événements actuels de la région et du pays. Il est conçu pour livrer les faits avec la plus grande rigueur. C'est l'essence même de notre démarche. L'objectif est de disséquer les événements sans aucune passion, sans aucun parti pris, et avec une neutralité absolue. Précisons que ce bulletin est sponsorisé par ProWave AI. Il est généré par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que Stylo News est la version grand public du logiciel Stylo Intellops. C'est un outil initialement conçu pour les opérations d'entreprise, les gouvernements et les militaires. Ceux qui nous écoutent ont donc un accès unique à un outil pensé pour soutenir les décideurs mondiaux. Il traite plus de 250 sources, en plus de 20 langues, avec des temps de réponse inférieurs à 60 secondes. Voici l'annonce officielle. Titre de l'analyse: point de tension en Méditerranée, hausse migratoire, risque maritime et instabilité en Libye. Région: la mer Méditerranée. Date: 27 avril 2026. Très bien. Et quelle est la mission exacte de cette exploration en profondeur? Notre mission est d'analyser de manière neutre les schémas d'événements des 2 dernières semaines. Nous allons évaluer les impacts locaux, nationaux et internationaux et anticiper les événements à venir. Et on rappelle notre engagement d'impartialité? Il n'y a pas de création de peur ici, on reflète juste les données brutes et les sentiments issus des sources officielles et des réseaux sociaux. Exactement, juste les faits. Bon, je crois qu'on peut laisser tomber ce ton super sérieux de présentateur télé des années 60 maintenant, non? Oh oui, avec plaisir. C'était amusant pour poser le cadre, mais c'est quand même bien de reprendre une voix normale. Grave. Du coup, plongeons directement dans le vif du sujet. Parce que, pour comprendre ce qui se passe en Méditerranée en ce moment, il faut vraiment regarder le point d'ancrage de tout ça. Oui, la Libye, c'est vraiment l'épicentre de l'instabilité, mais aussi des récents progrès paradoxalement. Ouais, et d'ailleurs, les sources parlent de ce lancement historique, l'exercice militaire multinational Flintlock 2026 à Sirte. C'est dirigé par l'Africom américain, c'est ça? C'est ça, avec l'Italie et plus d'une trentaine d'autres nations. Mais le fait marquant, ce qui est vraiment inédit, c'est la participation conjointe des forces locales. Attends, tu veux dire que les forces de l'Est, celles dirigées par Khalifa Haftar, et celles de l'Ouest, le gouvernement d'Abdulhamid Dbeibah, participent ensemble? Absolument. L'objectif de cet exercice, c'est vraiment la lutte antiterroriste et idéalement une unification sous un commandement civil unique. C'est dingue. Je veux dire, pour l'audience, c'est un peu comme si, imaginez un échiquier où des pièces opposées sont soudainement forcées de jouer dans la même équipe pour un tournoi. C'est une excellente analogie. Surtout que, selon les données, cet exercice est vraiment perçu par l'OTAN et les États-Unis comme un moyen de réduire l'influence russe. Ah oui, la fameuse présence russe via le groupe Wagner et leur flotte fantôme. Exactement, mais en parallèle, les États-Unis poussent pour un accord de partage du pouvoir en Libye, sans passer par des élections. Et ça passe très mal. Ah tu m'étonnes. Mais comment les décideurs internationaux perçoivent cette espèce d'unification militaire de façade alors que la division politique reste énorme? Le sentiment sur les réseaux sociaux libyens est hyper partagé. D'un côté, il y a une forte opposition interne, notamment de la famille Haftar et du grand mufti. Ouais, ils sont totalement contre un accord imposé. Voilà. Et de l'autre côté, il y a quand même un optimisme très prudent concernant l'économie. Ah oui, j'ai vu ça dans les rapports. Ils ont adopté un budget unifié pour 2026, non? C'est ça. Une avancée majeure soutenue par 10 pays et la Banque africaine de développement. Mais la crainte générale, c'est qu'une unification imposée de l'extérieur soit beaucoup trop fragile. C'est clair. Surtout que le Conseil de sécurité de l'ONU vient de prolonger les sanctions contre la Libye jusqu'en août 2027. C'est pas rien. Et l'ONU accuse carrément l'Italie d'avoir violé l'embargo sur les armes avec des formations militaires, même si le ministère italien des Affaires étrangères dément formellement. Quelle pagaille! Et du coup, ces manœuvres en Libye, elles se font pas en vase clos, ça déclenche des trucs dans tout le bassin méditerranéen? Oh que oui, on assiste à de vastes réalignements de sécurité. L'Italie, par exemple, opère un pivot stratégique énorme. Ouais, c'est ça qui m'a frappé dans les données. Rome prévoit d'acheter des drones armés turcs, les Bayraktar TB3. Exactement. C'est une façon de renforcer l'autonomie stratégique européenne, totalement en dehors des cadres traditionnels de l'OTAN. Et la France fait pareil de son côté, non? Avec la Grèce? Oui, le président Macron était à Athènes. La France et la Grèce renouvellent et élargissent leur propre pacte de défense stratégique. C'est fou. En fait, c'est comme diversifier un portefeuille d'investissement.
Les pays européens s'appuient plus uniquement sur l'OTAN ou les États-Unis. Ils font des partenariats bilatéraux croisés. C'est tout à fait ça. Surtout que les États-Unis sont empêtrés avec l'Iran. Les rapports décrivent une victoire à la Pyrrhus potentielle pour Washington là-bas. Ouais, ce qui maintient les prix du pétrole proche de 100 $ le baril. Super pour la sécurité énergétique européenne. Bah oui, et ironiquement, ça favorise les intérêts russes sans même qu'ils aient besoin de s'impliquer directement. D'accord, mais quelles sources soutiennent vraiment cette volonté d'autonomie européenne? Et quelles sont les conséquences sur le terrain? Alors, les données montrent que l'Union européenne cherche urgemment à sécuriser ses chaînes d'approvisionnement maritime face aux perturbations au Moyen-Orient. Et la Turquie profite de ce vide, j'imagine? Absolument. La Turquie prend la tête d'une nouvelle alliance de sécurité régionale avec le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Et du coup, les médias en disent quoi de ce rapprochement entre l'Italie et la Turquie? Bah, les médias turcs spécialisés en défense, genre Star ou Akşam, voient ça de manière hyper pragmatique. Pour eux, c'est justifié par les coûts réduits et l'efficacité des drones. Ouais, du pragmatisme pur et dur. Mais bon, pendant qu'on redessine l'architecture militaire, il y a une dynamique humaine dramatique qui continue en Méditerranée. La crise migratoire, oui. Les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations sont terribles. Près de 1000 décès enregistrés en 2026. C'est effrayant. Et l'Union européenne fait face à un afflux qui ne s'arrête jamais. Les sauvetages récents le prouvent bien. Tout à fait. Le Croissant Rouge libyen a secouru 404 migrants près de Tobrouk. Et il y a eu cette histoire hallucinante avec l'ONG Sea-Watch, non? Oui, ils ont dû sauver 44 migrants qui étaient coincés sur une plateforme pétrolière abandonnée, la plateforme Didon, entre la Tunisie et la Libye. Mon Dieu. Et en plus, les sources signalent une réactivation préoccupante de la route maritime entre la Libye et la Crète, en Grèce. Et ce n'est pas le pire. Les enquêtes ont révélé un réseau de trafic d'êtres humains ultra ciblé. Ah oui, celui qui cible particulièrement les femmes entre la Tunisie et la Libye. C'est glaçant. Face à ça, c'est quoi la réponse de l'Europe? L'Union européenne a lancé ce qu'ils appellent le Pacte pour la Méditerranée. C'est très inspiré du plan Mattei italien. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée derrière ce pacte? Des visas, des accords énergétiques, pour traiter la migration à la source. Avec des projets pilotes en Égypte, de ce que j'ai lu. Et la Libye et la Somalie ont même convenu de rapatrier 400 migrants somaliens. C'est ça. Mais on voit bien le contraste. Bah oui, c'est exactement ma question. Ce pacte propose un menu complet d'investissement à long terme. Mais face à l'urgence d'une plateforme pétrolière rouillée, avec des naufragés dessus, est-ce que les sources montrent un vrai consensus sur l'efficacité à court terme? Non, aucun consensus. Le sentiment public en Europe est extrêmement polarisé. Genre comment? En Espagne, il y a un alarmisme total. En Allemagne, ça débat violemment sur le fait de financer ou non les ONG. Et les institutions dans tout ça? Les institutions internationales comme l'OMI soutiennent une approche purement humanitaire. Mais les gouvernements locaux, eux, exigent un contrôle dur des frontières. Donc le seul consensus, c'est que la sécurité des frontières est intenable si on ne développe pas l'économie des pays de départ. Voilà, c'est exactement ça. Mais pendant ce temps, les urgences s'accumulent en mer, ce qui nous amène à d'autres périls maritimes qui échappent complètement au contrôle des États. Ah, on y vient. L'histoire du vaisseau fantôme toxique, le fameux Arctic Métagaz. Oui, un méthanier russe de 277 mètres de long. Il a été gravement endommagé en mars. Par des drones marins, c'est ça? Les rapports disent que c'est probablement ukrainien. C'est ça, et ça montre une expansion folle des drones ukrainiens qui opèrent depuis la Libye pour cibler les intérêts russes. C'est un nouveau front de guerre en pleine Méditerranée. Et donc, ce navire Gérin dérive au nord de Benghazi. La Libye a essayé de le remorquer, mais ils ont échoué. Exactement. Et Tammy fait partie de la flotte fantôme qui contourne les sanctions russes. Ça crée un vide juridique total. Mais comment les lois et les sanctions internationaux peuvent paralyser une intervention d'urgence à ce point? Je veux dire, c'est une catastrophe écologique qui menace les côtes africaines et européennes en direct. C'est tout le dilemme. Intervenir sur un navire sous sanction, ça pose des problèmes monstrueux de responsabilité légale et de financement. Personne ne veut payer. Et la Russie dans tout ça? La Russie prend ses distances, l'Union européenne hésite à cause du risque juridique, et la Libye, elle manque tout simplement de moyens logistiques. C'est l'exemple parfait des conséquences absurdes des guerres géopolitiques modernes. On regarde un désastre arriver au ralenti. Oui, et au milieu de tout ça, il y a quand même des opportunités économiques qui essaient d'émerger. Un nouveau corridor maritime commercial est en création entre l'Italie, la Tunisie et la Libye. Pour essayer de stimuler un peu l'économie. Mais bon, la nature s'en mêle aussi. Les sources parlaient de météo extrême, non?
Ah oui, des perturbations météorologiques majeures en provenance d'Afrique du Nord. Ça amène des tempêtes de sable et ce qu'on appelle des pluies de sang. Des pluies de sang? Genre du sable rouge qui tombe du ciel? Exactement. Et ça a voyagé jusqu'en Italie et même en Serbie récemment. C'est incroyable. Bon, face à tous ces fronts, militaires, migratoires, écologiques, que nous disent les données de renseignement sur les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Il y a plusieurs choses critiques. D'abord, l'évolution et l'efficacité réelle de cette intégration militaire libyenne après l'exercice Flintlock 2026. Ouais, voir si ça tient vraiment la route. Ensuite? Il faut surveiller étroitement le corridor maritime entre la Libye et la Crète. Les signes de réactivation rapide sont très clairs là-bas. Et pour notre fameux navire fantôme? Les répercussions de la dérive de l'Arctique méthagaz, si la météo se dégrade fortement, une intervention internationale d'urgence pourrait être forcée, peu importe les sanctions. D'accord. Et un dernier point anticipé? L'activité du réseau terroriste sahélien, notamment le JNIM et la QMI. Ils sont actifs à la frontière sud de la Libye et risquent de s'infiltrer via les couloirs de contrebande. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Oui. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice, basée sur toutes ces données. Ah, je t'écoute. Pensez à cette tempête de sable au Sahara dont on parlait. Un phénomène purement localisé qui traverse toute la Méditerranée pour faire pleuvoir de la boue jusqu'en Serbie. Ouais. Eh bien, comment pourrions-nous imaginer un seul instant que l'instabilité politique, les crises migratoires ou les guerres de drones en Libye resteront sagement confinées à l'intérieur de frontières tracées sur une carte? C'est une excellente question à laisser à notre audience. Les frontières ne retiennent plus rien aujourd'hui. Exactement. C'est justement pour naviguer dans cette complexité qu'un outil comme Stylo News est vital. Et je prends un instant pour le réexpliquer. Bien sûr. Stylo News, c'est cette application mobile et de bureau qui vous permet de télécharger et de personnaliser vos propres notes de renseignement. C'est généré par l'IA, à partir de centaines de sources traditionnelles et de la plateforme X, anciennement Twitter. C'est vraiment la puissance du renseignement mise à la disposition de tous. Tout à fait. Donc on invite vivement ceux qui nous écoutent à s'abonner sur www.stylonews.com pour obtenir des actualités géopolitiques à la demande. C'est un super outil pour rester informé. Bon, allez, je reprends ma voix normale et très chaleureuse pour terminer cette session IA. C'était vraiment fascinant de décortiquer tout ça aujourd'hui. Ah oui, un vrai plaisir de plonger dans ces données complexes. Un immense merci à notre audience pour votre écoute attentive. On adore partager ces analyses avec vous. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous suggérer des sujets, des pays ou des crises que vous aimeriez qu'on aborde pour les prochaines analyses détaillées. Oui, vos suggestions sont toujours très pertinentes. Merci beaucoup à toutes et à tous et prenez soin de vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle analyse en profondeur.